Bon, on va commencer aujourd'hui avec un chapitre qui est très important pour les deux classes de troisième et quatrième secondaire. Bon, c'est un chapitre qui se trouve à cheval entre les deux, donc on termine en troisième avec ce chapitre et on commence la quatrième avec ce même chapitre en poussant un tout petit peu plus loin. Alors, ça va traiter la classification et la nomenclature, je n'ai pas écrit ça dans le titre, la nomenclature et la synthèse des corps minéraux. Alors, d'abord, bon, j'ai essayé de tout mettre dans un petit organigramme, un gros organigramme même. Donc, comme ça va être très difficile de travailler sur ça, sur une vidéo complète, donc j'ai coupé cet organigramme en plusieurs parties. Donc, je vais mettre un lien dans la description pour pouvoir télécharger cet organigramme qui résume, oui, presque tout ce chapitre. Bon, alors ceci dit, on commence. D'abord, on va commencer avec le corps à classer. Donc, de quel corps s'agit-il? Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que c'est un corps pur? Donc, comment le traiter? Donc, il y a des petites questions qu'on va se poser pour pouvoir y arriver. Donc, d'abord, donc le corps à classer, la première question qu'on va se poser, c'est quel est le nombre de constituants de ce corps? Donc, si on a un seul constituant ou si on a plusieurs. Donc, si on a plusieurs constituants, ça va être un mélange. Et on va arrêter le cours jusque-là. Donc voilà. Donc si c'est un mélange, on va plus continuer en cours de chimie. Donc il faudra d'abord séparer donc ce mélange pour pouvoir retravailler l'organigramme. Donc si on a un seul constituant, alors à ce moment-là, on va avoir un corps qu'on va appeler un corps pur. Si on a un seul constituant. Donc un exemple, si je prends de l'eau potable, est-ce que c'est un corps pur ou c'est un mélange? Bon, on sait que c'est un mélange parce que ça contient de l'eau H2O plus les sels minéraux. Alors, bon, si je prends de l'eau pure, alors à ce moment-là, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a seulement H2O, donc c'est de l'eau pure, c'est un corps pur, c'est normal. Bon, alors maintenant, on va se poser la question suivante. Est-ce que ce corps pur est un corps pur simple ou est-ce que c'est un corps pur composé? Si on a un seul type d'atome à l'intérieur, on aura un corps pur simple. Bon, exemple, O2, le dioxygène. Donc, c'est un corps pur simple parce qu'il contient seulement un seul type qui est l'oxygène. Par contre, je viens de parler de la H2O, l'eau, c'est un corps pur composé parce qu'il contient plusieurs types d'atomes, l'hydrogène et l'oxygène. On va continuer seulement pour donner des exemples. CO2, ce sont des composés que vous connaissez. Le C6H12O6, C6H12O6, c'est le glucose, tout à fait. Donc voilà, H2, dihydrogène. Bon, il y en a plein, on va pas tout citer, c'était seulement pour donner des exemples. Donc on recommence. Première question, est-ce que c'est un mélange ou est-ce que c'est un corps pur? Si c'est un corps pur, il doit avoir un seul constituant, donc sinon c'est un mélange. Et si on a un seul constituant, on va encore se poser une deuxième question. Est-ce qu'il y a un type d'atome ou plusieurs types d'atomes? Si on a un seul, c'est un corps pur simple, CPS, c'est comme ça qu'on le notait. Et puis corps pur composé s'il y en a plusieurs. Donc ça c'est du déjà vu, je ne raconte rien de nouveau, vous connaissez déjà tout ça dans un autre chapitre, dans un précédent chapitre. Alors continuons maintenant. Bon, on vient de dire, donc si on a un corps pur composé, c'est quand on a plusieurs types d'atomes, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, oui c'est vrai. Donc on peut avoir un corps minéral ou un corps organique. Donc quand on dit corps organique, c'est un corps qui a été fabriqué par un organe, donc par un organisme vivant en général. Donc un petit exemple, c'est le C6H12O6. Donc ça c'est un corps organique. Ça peut être, allez, le C2H4, qui est un hydrocarbure. Mais bon, en tout cas, pour le nouveau programme,
les corps purs organiques ne sont pas traités ou ne sont plus traités en classe de quatrième. Dans l'ancien programme, oui. Donc, si c'est un corps organique, ici je vais seulement citer une seule exception, c'est le CO2. Le CO2 qui ne fait pas partie des corps organiques, malgré qu'il est basé sur le carbone. Mais bon, ça fait partie des corps minéraux, c'est la seule exception. Mais en général, si on a un corps qui contient le carbone et autre chose, ça va être un corps organique et ça ne va plus être l'objet de cette vidéo, parce que l'objet de cette vidéo, c'est de réveiller les corps minéraux, là. Ok. Donc, si c'est un corps pur simple, c'est là où on va commencer à travailler, à aller un peu plus loin. Donc les corps minéraux, on va continuer la branche dans un petit instant, il va y avoir beaucoup de choses à voir. Mais ici, pour le corps pur simple, on va terminer avec ça. Si c'est un corps pur simple, alors on peut avoir deux cas. Ou un corps, ou c'est un corps métallique, ou c'est un corps non métallique. Bon, comment les différencier? On a aussi déjà vu dans un autre chapitre comment déterminer expérimentalement si c'est un corps métallique. Il devait satisfaire plusieurs conditions. D'abord, si c'est brillant, si ça fait passer donc l'électricité. Donc il y a plusieurs choses. Mais bon, on va pas revenir à l'ancien cours. Mais en général, on va résumer ça en disant si c'est un donneur d'électrons, s'il donne des électrons, c'est un corps métallique. Si c'est un receveur d'électrons, c'est un corps non métallique. Ok. Pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder au niveau du tableau périodique. Au niveau du tableau périodique, on va voir comme une sorte d'escalier. L'escalier est là. Donc, je ne sais pas si ça se voit. Donc, c'est en bas de l'aluminium. Aluminium, voilà. Et c'est cet escalier-là qui va déterminer la zone qui est ici. Donc c'est la zone minoritaire, voilà, parce qu'il y a beaucoup moins de corps non métalliques que de corps métalliques. D'ailleurs, voilà, ici, l'aluminium, c'est sûr que c'est un corps pur, euh, oui, c'est l'aluminium tout seul, et que c'est un corps métallique, c'est un métal, l'aluminium, il n'y a personne qui va le mettre ici. Donc l'escalier, voilà, je peux le mettre là. C'est peut-être plus clair dans la photo de la synthèse. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, même si c'est trop petit, je vais agrandir seulement pour montrer ça. Euh, Là, j'ai fait une bêtise. Ok, ici, voilà. Donc on voit l'escalier, le fameux escalier dont je suis en train de parler. Donc il y a en rose dans le tableau périodique du livre qu'on est en train d'utiliser. Ils ont mis les corps purs non métalliques en rose et en bleu tous les corps métalliques. Donc en général, tous les corps métalliques sont des donneurs d'électrons, c'est ce qu'on avait dit. Et je reviens, voilà, on continue. Donc à droite de l'escalier, ce sont les non métalliques. On va les symboliser par X, par la lettre X. Et les corps métalliques, on va les symboliser par le M. On va prendre un exemple, parce que je veux que ça soit bien compris pour pouvoir continuer. Allez, bon, cherchons ensemble le fluor. Le fluor, c'est pour ça qu'on avait insisté, il fallait connaître par cœur tous les symboles. Fluor, c'est F. Bon, c'est pas compliqué. Le F se trouve là. C'est dans la zone des corps non métalliques. Donc je peux dire que ça c'est un X. Ok, super. Un autre exemple. Le, le sodium. Bon, le sodium, on va pas commencer à dire c'est le S, c'est stupide. Sodium, c'est Na, il faut connaître par cœur, c'est ici. Donc le Na se trouve dans la partie bleue, dans la partie qui est à gauche de l'escalier, donc c'est un corps métallique. Ok. Autre chose, allez, encore un exemple. L'aluminium, c'est juste au niveau, donc on avait donné cet exemple avant, c'est juste au niveau de l'escalier, donc qui sépare, et c'est un corps métallique. C'est un donneur d'électrons. Ok. On va continuer. J'espère qu'on a compris le principe.
Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires ou même m'envoyer des questions. Alors maintenant, on continue. On avait dit qu'il y a les corps minéraux. Bon, et là, j'avais dit tout à l'heure, même pas 2 minutes plus tôt, on va continuer l'organigramme. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'au niveau des corps minéraux, on va avoir plusieurs sortes. On peut avoir des acides, des hydroxydes et des sels. Bien sûr, il y a aussi les oxydes, mais ça, je vais en parler dans un petit instant. Bon, commençons d'abord pour les corps minéraux, qui sont les acides. Pour déterminer si c'est un acide, il doit satisfaire 3 conditions. La première condition, c'est qu'il doit changer de couleur si on utilise un indicateur coloré. Un exemple d'un indicateur coloré qui est bien utilisé, c'est le bleu de bromothymol. Ok, et qui va varier donc en fonction du pH, c'est-à-dire de l'acidité du milieu. Mais ça, c'est pour le cours de l'année prochaine plutôt. Donc le bleu de bromothymol, comme vous voyez ici, donc il va être jaune si c'est acide, et il va devenir bleu si c'est basique. Basique, c'est-à-dire si c'est un hydroxyde. Donc voilà, on va voir ça dans un petit instant, parce qu'il y a les deux plus, on va les expliquer. Donc là, je vais même mettre, pour le bleu de bromothymol, il va avoir une couleur jaune, quand c'est acide, et il va avoir une couleur bleue si c'est basique. On appelle ça aussi une base. Bien. Alors, bon, ça ne suffit pas qu'il change de couleur, alors, pour l'indicateur coloré. Ce n'est pas le seul, il y a la phénylphthaléine, l'hélianthine, il y en a plusieurs, mais bon, encore, le but, c'est pas de donner un cours exhaustif, c'est de travailler le chapitre des classes de 3e, 4e. On continue avec les réactions avec les métaux, où on doit savoir que l'acide va attaquer les métaux. Bon, qu'est-ce qui se passe pratiquement? Et là aussi, je vais agrandir, zoomer un tout petit peu pour voir mieux. Là, voilà. Donc on voit que quand on va plonger un métal dans un acide, ça dépend de l'acide bien sûr, s'il est un acide fort ou un acide faible, mais en général, l'acide va attaquer donc on va attaquer le métal, et ça ne se voit pas bien, mais bon, on va avoir des bulles qui vont venir se former, et ces bulles vont correspondre à une production d'un certain gaz qu'on va voir dans un petit instant. Donc, et comment l'identifier aussi. Donc voilà. Donc un acide va attaquer le métal, donc c'est pour ça que c'est plus. Et un acide va aussi conduire l'électricité. Donc si on met de l'acide dans ce bocal et qu'on fait passer donc un courant électrique, cet acide va conduire l'électricité. Donc si on a ces 3 plus, le corps minéral est un acide. Alors, par contre, pour l'hydroxyde, c'est la même chose. Pour l'indicateur coloré, même si ce n'est pas la même couleur, mais il va changer la couleur. Et aussi la conductivité de l'électricité. Mais par contre, l'hydroxyde de la base n'attaque pas les métaux. Ok, c'est comme ça qu'on peut les identifier. Et la dernière chose, ce sont les sels. Bon, alors, ça ne change pas de couleur au niveau de l'indicateur coloré. Bien sûr que ça ne va pas attaquer les métaux, mais par contre, ça va conduire l'électricité et c'est comme ça qu'on identifie. Bien. Alors, on a dit qu'il y a des corps minéraux. On va maintenant commencer avec la nomenclature, c'est-à-dire comment les nommer, comment les nommer justement. Donc d'abord, l'acide, pour bon, directement, vous devez dire que ça commence par H. Ça doit être appris par cœur. Si c'est un acide binaire, et ça c'est du par cœur, c'est un HX. On a déjà vu le X. Le X, c'est un non-métal. Donc c'est une association entre un hydrogène, qui est un donneur d'électrons, on avait dit ça tout à l'heure, et le X, qui va être un corps non métallique.
Donc l'association entre ces deux-là va donner un acide. L'acide peut être binaire s'il contient seulement ces deux-là. On va l'appeler ternaire ou oxacide s'il contient aussi un O. On va prendre un exemple parce que continuer à parler comme ça, ok, c'est beau, mais on ne comprend pas trop comment on va faire. Je vais te donner un exemple. HCl. Bon, on va vérifier d'abord que le Cl est un X. Bien. Le Cl se trouve là. Vous voyez, c'est un X. Bien. Le HCl, alors c'est un acide binaire. Parfait. Bon, comment on va le nommer? Il y a plusieurs méthodes pour le nommer. Donc, une première méthode, c'est de commencer à dire le X. C'est le chlore. Alors, je vais dire chlorure d'hydrogène. C'est une première méthode pour nommer HCl. La deuxième méthode, c'est de dire que c'est l'acide chlorhydrique. Et vous avez entendu parler de l'acide chlorhydrique. Et c'est comme ça, voilà, chlore comme le X et hydrique, c'est ce qu'on va venir rajouter. Ok. Un autre exemple. Et essayez de voir tout seul. Bon, HF. On va vérifier d'abord où se trouve le F. F est là. Oui. Et c'est le fluor. Ok, parfait. Alors, comment on va l'appeler? Réfléchissez un tout petit instant. Pause, s'il faut. Alors, c'est le fluorure d'hydrogène ou l'acide fluorhydrique. Voilà, c'est ça le principe. Par contre, si on a encore un O qui va venir se rajouter, exemple, et ça, on a déjà vu tout ça, mais on n'avait pas encore nommé, c'était pas le H2SO4. Alors, pourquoi est-ce que c'est un acide ternaire? Le H et le H. Même s'il y a le 2, on ne fait pas attention à ça. Le S, c'est bien un X, je vais vous le montrer. Le S, oui, c'est dans la partie des non métalliques. Et le O est le O. Donc c'est effectivement un HXO. Très bien. Donc quand c'est un HXO, c'est un acide ternaire, oxacide. Alors on ne va pas le nommer de la même façon qu'avant. Donc on va le nommer avec un at et non pas un ur. Donc d'ailleurs, c'est le sulfate d'hydrogène. Ok, sulfate d'hydrogène. Ou une autre méthode, c'est l'acide sulfure, et on va pas dire hydrique, on va dire directement ic, acide sulfurique. Alors, en cinquième, vous allez voir encore plus de choses sur la nomenclature, quand ça hypo, hyper, etc. Mais bon, encore, je ne veux pas mettre, ce n'est pas exhaustif, c'est seulement pour les classes de 3e et 4e secondaire, ce cours-là. Donc H2SO4. Encore, allez. Des choses qu'on a déjà vues, qu'on a déjà entendues, c'est H3PO4. Est-ce que c'est bon? Oui, le P est là. Ça, c'est dans la même zone qu'on est en train d'utiliser. Ok, c'est un non-métal. Le H, le P, le O. Alors, comment on l'appelle? Le P tout seul s'appelle phosphore. Alors ici, on va l'appeler phosphate d'hydrogène. Ou acide, et vous avez compris, phosphorique. Voilà. C'est pas difficile. Il faut bien sûr connaître la nomenclature, ne pas commencer à dire que le P c'est je sais pas quoi. P c'est phosphore et on travaille avec ça. Bon, alors on continue. Pour l'hydroxyde, un petit rappel, ceux qui ont une très bonne mémoire. Donc comment on l'identifie? Donc on avait un plus pour l'indicateur coloré, donc il va changer la couleur quand on utilise le bleu de bromothymol par exemple. Un moins pour l'acide, pour le métal, pardon, donc il n'attaque pas le métal.
et par contre, il conduit l'électricité. Donc c'est comme ça qu'on identifiait l'hydroxyde. Bon, comment le nommer? C'est l'un des les plus faciles à nommer. C'est hydroxyde de M, hydroxyde du métal qui le compose. Donc si je vous avais dit tout à l'heure, pour avoir un acide, il faut commencer par H quelque chose. Encore, pour les corps minéraux, vous allez voir plus tard que c'est un peu plus compliqué que ça, donc dans d'autres classes. Mais pour l'hydroxyde, il faut que ça se termine par OH. C'est ça ce qui le caractérise. Ok, bon, on va prendre un exemple. CaOH2. Je vais vous apprendre dans un petit instant comment on les écrit, pourquoi je mets un OH2 ou pas autre chose. Alors, comment le nommer? CaOH2. C'est hydroxyde de. C'est quoi le M? Le M, c'est le Ca, donc c'est le calcium. Bon, CaOH2 se nomme hydroxyde de calcium. Bon, un autre exemple. AlOH3. Hydroxyde d'aluminium. Voilà. C'est bon. Ok. Bon, je vous ai dit, je vais vous apprendre comment on met les 3, etc. C'est trop facile. La méthode est la suivante. La première chose à faire, c'est de connaître la notion des valences. La notion des valences a été vue en classe, mais je la répète très rapidement. C'est la capacité de faire des liaisons, de donner des électrons. Donc la valence de l'aluminium est de 3. Bon, comment on sait que la valence de l'aluminium est 3? C'est parce qu'on va regarder au niveau du tableau périodique. L'aluminium est là. Ok. Donc on compte 1. Donc la colonne numéro 1, 2, 3. Voilà la colonne 3. Donc au niveau de la colonne 3, c'est une valence de 3. Bah, il faut les mémoriser comme ça. Donc colonne 1, valence 1, colonne 2, valence 2. On saute tout ça parce que c'est plus compliqué. Colonne 3, valence 3. Colonne 4, valence 4. Attention, colonne 5, ce n'est pas valence 5, c'est valence 3, 2, 1, 0. Donc je recommence. Pour déterminer les valences, 1, 2, 3, 4. Après le 4, on recommence à faire une marche arrière. 3, 2, 1, 0. Valence 0. Ok. Encore, on a dit c'est la capacité de faire des liaisons, surtout avec l'hydrogène. Donc, c'est ça la notion de valence. Bon, on continue. Alors l'aluminium a une valence de 3. Le OH, vous étiez obligé de l'apprendre par cœur, a une valence de 1. Alors comment on fait pour écrire sa formule? C'est la loi de chiasme, c'est-à-dire faire un croisement. C'est Al, je n'écris pas 1, c'est comme en maths, je n'écris pas le coefficient 1, mais c'est OH3. Voilà. Hydroxyde d'aluminium. Bon, on va essayer autre chose. Acide, je reviens en arrière. Acide sulfurique, je l'avais mis. Qu'est-ce que je n'ai pas mis encore? Bon, c'est pas grave, on va retravailler acide sulfurique. Acide sulfurique. Ok. L'acide, on sait que ça commence par H. Sulfurique, c'est la même chose que sulfate, sulfurique, sulfate. Le sulfate, on l'avait appris par cœur et c'était le SO4. Du par cœur, valence du SO4, 7, 1, 2. C'est pas j'ai compris, il n'y a rien à comprendre. Il faut revoir le tableau des valences et regarder que le SO4 a une valence de 2. Le H a une valence de 1 parce que si je regarde ici au niveau du tableau périodique, c'est dans le premier, donc c'est valence 1. Donc pour écrire acide sulfurique, on va croiser le H2 et le SO4 avec le 1. H2SO4. Ok, je vais effacer tout ça pour que que ça soit propre, quand on va, je peux garder.
Je mettrai aussi ce support en ligne. Ça pourrait être bien de le revoir. Donc, revenons en arrière. Acide. On va mémoriser ça. Donc, un premier plus pour dire qu'il change la couleur au niveau des indicateurs colorés. Un deuxième plus pour dire qu'il attaque les métaux. Et un troisième plus qui disait que ça va... Oui, c'est ça. Donc, ça va conduire l'électricité. Bien. Le deuxième, c'était plus, moins, plus. Donc, dans l'ordre que j'avais cité. Et maintenant, pour le sel, c'est moins. Ça veut dire qu'il ne change pas la couleur au niveau des indicateurs colorés. Le moins, ça veut dire qu'il n'attaque pas les métaux. Et le dernier plus, c'est qu'il conduit l'électricité. Et là aussi, on a deux types comme l'acide. On a un sel qui peut être binaire, c'est-à-dire qui contient deux atomes seulement. Ternaire, trois types d'atomes. Ok. Un exemple très connu, NaCl. On l'a déjà vu, c'est le sel de table. Bon, NaCl. Comment? D'abord, j'ai écrit le NaCl, c'est important. Le Na a une valence de 1, vous pouvez vérifier très rapidement. Oui, il est dans la première colonne. Le chlore, c'est dans la colonne, septième colonne. Donc, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 1, pardon. Voilà, valence de 1. Donc NaCl, le Cl a une valence de 1. Quand je croise, je vais avoir NaCl. Je n'écris pas les 1, s'il vous plaît. On a déjà vu ça. Le NaCl, comment on va le nommer? On commence tout le temps alors avec celui-là. Le X, c'est chlore. Je rajoute ure, chlorure, du métal. Le métal, c'est chlorure de sodium. Fini? Ok. Autre chose. Autre chose. Un autre exemple. Toujours avec les sels binaires. Bon, je vais prendre, monsieur, bon, je vais prendre le Mg. Et je vais compliquer, je vais rester avec le chlore. Mg. Et le chlore. Le Mg, si vous avez fait attention, il était dans la colonne 2. Le chlore est toujours la septième colonne, ça veut dire valence 1. Et quand on croise, on trouve Mg, Cl2. D'accord. Bon, pour la nomenclature, c'est chlorure de magnésium. Magnésium, bon, je ne vais pas écrire, vous avez compris. Magnésium. Ok, c'est bon. Bon, pour le dernier, sel ternaire, bon, MgSO4. On les connaît par cœur après quand on les travaille, mais bon, on va les faire. Mg, une valence de 2. SO4, aussi une valence de 2. Et on avait vu la règle quand on croise, on va pas mettre SO4 2 et 2, il faut supprimer, donc quand on a quand on a les mêmes, ou quand on a l'un qui est multiple de l'autre, donc pour avoir MgSO4. Le MgSO4, on le nomme, c'est du par cœur, sulfate de magnésium. Ok. Bon, on va faire encore donc des travaux par rapport à ça. Je vais devoir avancer parce que la vidéo était en train de tourner. Bon, sinon, vous pouvez toujours poser vos questions. Bon, la dernière chose que je vais rajouter avant de faire des petites applications et des réactions qu'on doit bien connaître par cœur, c'est la notion des oxydes métalliques et des oxydes non métalliques. En fait, comment est-ce qu'on va créer, on va synthétiser des hydroxydes? Pour synthétiser des hydroxydes, on a besoin d'oxydes métalliques.
l'oxyde métallique, c'est comme vous voyez, c'est un oxygène avec un métal. Et comment le créer? On va prendre par exemple un métal et on va le faire attaquer par l'oxygène et il va donner l'oxyde métallique. Donc un exemple, ça va être la rouille qu'on connaît. Bon, ça je vais voir dans un petit instant. Alors maintenant, si je prends ce même oxyde, mais pas le même, parce qu'il y en a ceux, ils doivent être assez forts pour pouvoir donner de l'acide, mais bon, encore, on ne rentre pas trop dans les détails. Mais certains oxydes métalliques, quand ils vont être attaqués par l'eau, ou ils vont être dissous plutôt dans l'eau, ils vont créer un hydroxyde. La nomenclature est très simple, on l'appelle oxyde du métal. Fini. Exemple, le Ca est bien un métal, le O est un oxyde, donc on travaille avec les valences, comme on avait vu tout à l'heure, CaO, on le nomme oxyde de calcium. Fini. Ok. L'oxyde non métallique. Pour l'oxyde non métallique, même principe, mais au lieu de mettre un M, on va mettre un X. C'est-à-dire les éléments minoritaires du tableau, ceux qui étaient en rose à droite de l'escalier. Préfixe, là, il y a un petit changement pour la nomenclature. On va utiliser un préfixe avant l'oxyde. D'ailleurs, vous connaissez beaucoup ça. Donc si je vous dis CO2, tout le monde sait, même en primaire, qu'on appelle ça dioxyde de carbone. Bon, il y a des choses maintenant qui doivent faire tilt. Ah oui. Et si on met CO, c'est monoxyde de carbone. Bon, avant, on les apprenait par cœur, on ne comprenait pas trop comment ça se fait qu'on les inventait. Vous voyez, bon, la nomenclature suit une règle très facile. On va prendre le nombre d'oxygène et on va le diviser par le nombre d'atomes du non-métal. Donc, exemple, pour le premier, on a 2 oxygènes sur 1 non-métal. Alors 2 sur 1, ça va être égal à 2. Alors je vais regarder au niveau du 2, ça s'appelle dioxyde. Bon, 1 et 1, 1 sur 1, ça va être 1. Et là, bon, facile, monoxyde de carbone. Bon, quand on va voir des fractions, alors ça va être tri, hémipente, etc. Donc c'est un peu de par cœur ici. Donc tri, c'est facile, c'est quand on a 3, c'est tri. Quand on a une moitié, un demi, le 1 demi s'appelle hémi. Donc si on a les deux en même temps, on appelle hémipente, hémitri, etc. Donc apprendre par cœur aussi. Ces préfixes, on doit les connaître. Alors comment on va synthétiser un acide, surtout un acide ternaire, qui contient 3 types d'atomes? On va prendre l'oxyde non métallique qu'on a trouvé et qui est assez fort. On a dit c'est pas tous qui vont devenir des acides quand on les dissout dans l'eau, mais bon, là où c'est possible, il suffit de les dissoudre dans l'eau et on va avoir les faire réagir plutôt dans l'eau pour que ça soit chimiquement bien ce que je dis, ne pas faire des abus. Ça va donner un acide ternaire. Bon, en gros, c'est le chapitre. Et on va commencer avec des réactions qu'on doit absolument maîtriser, c'est-à-dire connaître par cœur. Ok. D'abord, un petit rappel de ce que ça veut dire réaction chimique. Une réaction chimique, ça va englober avant la flèche ce qu'on appelle des réactifs, donc des corps qui vont disparaître. Et après la flèche, on va avoir des produits. Ce sont des corps qui vont apparaître. Et on peut se rappeler d'un ancien chapitre, c'est la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Ok, alors c'est pour ça qu'on va devoir travailler, pondérer tout le temps ces équations. Le premier type de réaction, c'est une réaction qu'on appelle de neutralisation. Donc ça veut dire on va neutraliser, rendre neutre un acide par exemple.
Et on sait que si on a un acide, c'est HX. Si c'est un acide binaire, si c'est un acide ternaire, c'est HXO. Pour neutraliser un acide, on a besoin d'une base ou d'un hydroxyde. Donc acide plus hydroxyde, en général, ça va donner le MX et le MXO. On a vu ça. Ce sont les écritures d'un sel plus de l'eau. En fait, c'est pour ça qu'on est capable de neutraliser. L'acide et l'hydroxyde vont disparaître tous les deux quand on va les mettre d'une certaine manière ensemble. Ça, c'est le cours de la 4e, pour savoir dans quelle proportion on va devoir les mettre. L'acide plus l'hydroxyde, ça va donner du sel plus de l'eau. Le sel, qui ne va plus attaquer les métaux comme on avait vu avant, plus l'eau. Bon, le deuxième type de réaction qu'on doit bien maîtriser et connaître par cœur, je l'avais déjà dit avant, mais je n'avais pas trop, je n'étais pas rentré dans les détails, c'est que si on va mettre de l'acide avec un métal, l'acide va attaquer le métal, il va donner un certain gaz que je n'avais pas nommé, c'est le dihydrogène, et aussi un sel. Le MX, MXO, ce sont des sels. Bon. Alors, comment identifier le dihydrogène? Ben, c'est un gaz qui va brûler avec détonation. Donc, vous pouvez voir ici l'illustration. Donc, à l'intérieur, il y a ici un métal et on a mis de l'acide dessus. Et il y a un gaz qui est produit. Le gaz, bon, on est en train de le faire monter. Et s'il a approché une flamme et ça pop, ils ont écrit pop, c'est pour dire que ça brûle avec une détonation, avec un bruit d'explosion. C'est ça le dihydrogène. Alors, voilà, ça c'est une réaction qu'on va appeler pour titrer entre l'acide et la base, mais ça c'est encore pour des classes suivantes. En première application, bon, on va commencer à travailler ensemble. Je vous prie de mettre pause et de faire tout seul. Ok. Donc complète puis pondère les équations suivantes. Je vais même rajouter oralement nomme et nomme les produits et les réactifs. Comme ça on est tranquille et on révise tout. D'abord, bon, je vais voir. Fe, c'est quoi? Ah tiens, Fe, je regarde ici, il est là. C'est dans la partie bleue du tableau périodique que vous avez dans le livre. C'est un métal. Ok. Le O2, c'est l'oxygène. On a vu, c'est pour ça qu'il faut connaître ces équations, que quand on les met ensemble, le métal, on le fait réagir avec l'oxygène, ça va donner oxyde de quelque chose. Bon, oxyde de fer, en fait. Bien. L'oxyde de fer, alors comment on va le travailler? On aura Fe et O. J'ai mis entre parenthèses 2, c'est pour vous dire que la valence du Fe est 2. Pourquoi c'est 2? Parce que ça peut être 3 aussi, mais encore, on ne veut pas rentrer dans les détails. Mais dans la zone qui est au milieu, c'est pas aussi simple de trouver donc les valences. Il y a une méthode pour faire ça et il faut les apprendre ou on vous les donne dans les exercices. Alors, ici, on a donné que la valence du Fe, c'est 2. La valence de l'oxygène, c'est 2 aussi. On va voir si c'est bien 2. Donc, colonne 1, 2, 3, 4, 3, 2. Oui, c'est la valence 2. Ok. On croise et on aura FeO. Bon, c'est la rouille, en fait. Bon, vous laissez le faire, donc en contact de l'oxygène, ça va rouiller. Alors bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment on va continuer avec FeO? Bon, là, c'est solide aussi, mais bon. Il faut jamais compléter et dire j'ai fini. Il faut toujours vérifier si c'est pondéré ou pas. Alors on va vérifier combien de fer est-ce qu'on a. Bon, avant la flèche, il y a 1 dans les réactifs. Après la flèche, il y a 1. Donc c'est OK. Pour l'oxygène,
Combien d'oxygène est-ce qu'on a? On en a 2, parce qu'il y a O2 après la flèche, il y a un seul oxygène. Ce n'est pas pondéré. Donc il faudra qu'on rajoute un 2. Mais le problème, c'est que quand je rajoute ce 2 va influencer les deux. Attention, vous ne pouvez jamais me mettre un 2 ici pour pondérer. C'est archi zéro, ça. Le FeO, on l'obtient en travaillant cette méthode. On n'a pas le droit de commencer à le bousiller en mettant des petits indices n'importe comment. C'est très important. Quand vous voulez pondérer, vous mettez tout le temps un 2, un 3, un n'importe quoi avant. Mais on sait que ce 2 va influencer tous les composants de ce corps. Donc maintenant, on va avoir 2 Fe. Donc pour équilibrer, on est obligé de mettre un 2 et maintenant c'est fini. Ça, c'est la pondération. Maintenant, c'est OK. Pour nommer, donc, ces 2 atomes de fer qui vont réagir avec une molécule de dioxygène qui va donner 2 molécules d'oxyde de fer. OK. On continue. Un autre exemple. S. Le S, allez chercher dans le tableau. Il se trouve ici, avec les X. Donc X plus O2, comme on avait vu, ça va aussi donner XO. Bon, on va avoir S et le O. OK. Alors là, on peut avoir SO, SO2. Donc ici, je vais mettre SO2. Je ne vais pas trop donner les détails, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas avoir des questions avec des pièges. Bon, ça va être plus clair. Donc SO2, ça va être, si on utilise le préfixe, le nombre d'oxygène sur le nombre du soufre. Le nombre d'oxygène, on a 2. Le nombre de soufre, on a 1. Donc 2 sur 1, c'est le préfixe di. Donc ça, c'est dioxyde de soufre. Si on avait obtenu SO, ça allait être monoxyde de soufre. Pour le suivant, H2SO4 plus NaOH. On réfléchit d'abord pour essayer de voir c'est quoi H2SO4. Le H, c'est un H. Le S, c'est un X, on vient de l'expliquer. Le O, c'est un O. Le O, on ne le change pas. HXO. HXO, c'est la formule d'un acide ternaire, oui. Plus. Le Na, bon, je peux chercher dans le tableau, mais je pense qu'on l'a assez travaillé pour savoir que c'est un métal. Le O et le H ne changent pas. Ça, c'est un hydroxyde. Donc, quand on va faire réagir un acide avec un hydroxyde, ça va donner un sel, le sel qui est MXO, un sel ternaire, comme on avait un acide ternaire, plus de l'eau. Ça, c'est du par cœur. On doit les connaître pour pouvoir continuer. Bon. Alors, le H2O, c'est le plus facile à noter. Bon, ce qui va être un tout petit peu plus difficile à trouver tout seul, c'est qu'on va faire réagir le XO, comme vous le voyez, le XO, avec le M. Le M avec une autre couleur, ce n'est autre que le Na. Donc on aura un Na avec le SO4. On va mettre ça à côté, Na et SO4. Quelle est la valence du Na? C'est 1, c'est la première colonne. Le SO4, c'est du par cœur, c'est une valence de 2. Donc on aura Na2SO4. J'espère que vous avez trouvé tout seul. Na2SO4. Bon, là je vais corriger un peu pour mettre ça en vert seulement. Ok. Bon, nomenclature. Comment on nomme le H2SO4? Deux méthodes. Sulfate d'hydrogène. Sulfate d'hydrogène. C'est ça le H2SO4. Ou acide sulfurique. Voilà, ça c'est le H2SO4.
La nomenclature du NaOH. NaOH. Connaître par cœur. Vous pouvez regarder donc la fiche de synthèse que vous allez imprimer. Donc hydroxyde, parce que c'est OH, hydroxyde de sodium. Et ici, il n'y a pas de façon de noter, c'est seulement hydroxyde de sodium. La réponse, le produit obtenu, c'est le Na2SO4. C'est le sulfate. Ici aussi, on a une seule façon de nommer, sulfate de sodium. Oups. Ok. H2O, c'est l'eau. Alors, il faut toujours terminer par une vérification si c'est pondéré ou pas. Si ce n'est pas pondéré, il faut le faire. Bon, on va voir. Combien d'hydrogène a-t-on avant la flèche? On a 2. Dans les réactifs, on a 2. Dans les produits, on a 2. Yes, c'est OK. Combien de soufre a-t-on avant la flèche? On a 1. Après la flèche, on a 1. C'est aussi pondéré. 4. C'est équilibré plutôt. 4 oxygènes avec un oxygène qui est là, donc ça fait 5. 4 ici et un seul là, ça fait 5. De l'autre côté, on va avoir 4 et 1 qui est là, ça fait 5. Donc les oxygènes aussi, c'est équilibré. Maintenant, le Na, il y a un seul Na. De ce côté, on a 2 Na, ce n'est pas équilibré. Alors, on est obligé d'équilibrer en rajoutant un 2 ici. Mais le problème, c'est que qu'en rajoutant ce 2, j'ai modifié tous les nombres qui sont devant. Donc je vais avoir maintenant 2 oxygènes. Et ici, j'ai 4 oxygènes, donc ça fait 6. De l'autre côté, je n'ai pas 6, j'ai 5. Donc pour équilibrer, il suffit de mettre un 2 ici. On va voir si tout fonctionne bien. On vérifie, il faut toujours vérifier. On recommence avec l'hydrogène. On a alors 2 et 2. Ça fait 4 hydrogènes en tout. Après la flèche, on a 2 fois 2, ce qui fait 4 hydrogènes. Pour les oxygènes, c'est 6, on vient de le faire. Pour le soufre, c'est bon. Alors maintenant, on peut dire que l'équation est pondérée. Travailler la pondération. Si l'équation est mal pondérée, l'année prochaine, ça va être un 0 à la fin de l'année. 0, 0, 0. Parce qu'on va vous donner un problème de chimie. Et au niveau de ce problème de chimie, il faut se baser tout le temps sur l'équation. Si elle est mal pondérée ou si elle n'est pas pondérée, la réponse sera fausse. Et c'est 0. Un travail d'une demi-heure qui va aller à la poubelle. Bon, allez, on continue. CaOH2. Cherchez tout seul, allez-y, faites pause. Allez, je vous défie, mettez pause et travaillez tout seul et comparez vos réponses. Le Ca, c'est un métal. Le O, c'est un O. Le H, c'est un H. MOH, ça veut dire hydroxyde. OK. Le H, c'est un H. Le P, c'est un X, non métal. Le O, c'est un O. Ça s'appelle un acide. Et plus précisément, un acide ternaire. OK, on continue. Par cœur, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner un MXO, comme on avait vu tout à l'heure, un sel ternaire, et de l'eau, H2O. Bon, ok. Travailler avec des couleurs, bon, ça peut vous aider. Bon, plus tard, il faut pas. Il faut que ce soit vraiment du mental. Mais maintenant qu'on est en train d'apprendre, le M, c'est le calcium. Ok. Le XO, ce n'est autre que le phosphate. Donc, ce sont ces deux-là qui vont réagir ensemble. Vont se croiser plutôt ensemble. Ok, on y va.
Bon, ça va, c'est pas grave. Bien. Le CA, toujours, on va passer par la colonne, par la case plutôt, travailler avec les valences. Le CA a une valence de 2. Le PO4 a une valence de 3. C'est du par cœur, ce n'est pas comme le SO4. C'est le phosphate, ça a une valence de 3. Et là, quand on va les croiser, on va avoir CA3, PO4, 2 avec des parenthèses. Waouh, c'est compliqué. Oui, j'ai fait exprès de vous donner quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué. CA3, PO4, 2 plus H2O. Bon. On va nommer oralement. Le CaOH2, c'est hydroxyde de calcium. H3PO4, c'est l'acide phosphorique ou phosphate d'hydrogène. Ca3PO4, c'est le phosphate de calcium. H2O, c'est l'eau. OK. Bon, la dernière chose, on a dit, avant de terminer, on vérifie tout le temps si c'est pondéré. Si c'est pas pondéré, on le fait. Commençons par le calcium. Bon, il y a des techniques aussi, il ne faut jamais commencer par l'oxygène, sinon ça va bousiller tout. On commence par ceux qui ne se répètent pas. Ça, on avait expliqué avant, mais bon. Le calcium, on a 1 ici, 1 là, donc ça fait 1. Ici, on a 3, donc il faut multiplier par 3. Mais le fait de multiplier le CaOH2 par 3, ça va influencer tout le monde. OK. Bon, on peut voir aussi le PO4, parce que le P ne se répète pas, donc il n'est pas présent dans 2 composés, alors il faut directement aller le travailler. Le PO4, le P est présent 2 fois, donc il faut pondérer avec un 2. Attention, jamais pondérer ici, c'est faux. On a déjà expliqué, ne ratez pas ça. Donc on a un 3 ici, et un 2 là. Maintenant, on doit vérifier si tout est OK pour l'oxygène, l'hydrogène. Bon, c'est la même chose, ils ont plus ou moins le même problème. Bon, on va vérifier. OK, là je vais noter, parce que c'est pas très facile. OK. Pour l'oxygène, avant la flèche et après la flèche. Avant la flèche, on a un oxygène qui est là, on a un 2, et on a un 3. Attention, c'est fois. Parce que 2 fois le O et 3 fois le tout, donc 2 fois 3, ça fait 6 oxygènes. Bon, je vais enlever cette flèche. OK. Mais ce n'est pas le seul oxygène qui existe avant la flèche. Il y a aussi un oxygène qui est là. Il y a un 4 oxygène. Il y a un 2 qui multiplie tout. Donc 4 fois 2, ça fait 8. Avant la flèche, il y a... Donc on a ici 14 oxygènes en tout. Bon, après la flèche. Si on a 14, ça veut dire que tout est OK et j'ai fini. On va vérifier. On a 2 fois 4. 8. Et on a un seul ici. Ça fait 9. Donc 9. Bon, je vais mettre 8 plus 1. Ça fait 9. C'est pas bon. Ce n'est pas pondéré. Alors pour équilibrer, il faut que je transforme ce 9 en 14. La façon la plus facile, c'est de dire, bon, je vais mettre un 6 ici. Parce que 6 plus 8, ça fait 14. Et là, ça va être OK. Ah, yes. On vérifie. Oui, c'est bon. Et si tout est OK, l'hydrogène va confirmer tout ce qu'on a fait. Avant la flèche, il y a combien d'hydrogène? Allez, je vous laisse faire le calcul. Oui, ici, il y a 6. D'accord. Ici, il y a aussi 6. D'accord. Ça fait 12. Après la flèche, on a 6 fois 2.
12. C'est OK. Tout est pondéré. La pondération est une compétence très importante à maîtriser. Ne négligez pas ça. Allez, le dernier. Et on arrête la vidéo et je vous laisserai refaire tout ce travail tout seul et à présenter sur Edmodo. Bon, ceux qui regardent la vidéo et qui ne sont pas en classe, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais bon, vaut mieux retravailler tout ça tout seul, c'est bon. Bon, ça c'est un avant-goût de ce qu'on va avoir l'année prochaine. L'année prochaine, on va vous dire, on va faire réagir 5 grammes de je ne sais pas quoi avec 2 litres d'autre chose. Et allez, c'est à vous d'écrire l'équation et de résoudre le problème. Mais avant d'arriver à tout ça, il faut savoir écrire des équations. Écrire l'équation pondérée qui se produit entre l'acide chlorhydrique. Ah, ça se termine par hydrique. Hydrique, ça veut dire c'est un acide binaire. Donc il est seulement entre le H et le chlore, HCl. Bon, après, ça va devenir allez, mécanique. HCl, c'est acide chlorhydrique, on ne pense plus à ça. Hydroxyde. Hydroxyde, c'est le OH. D'ailleurs, si vous avez bien compris, c'est toujours à l'envers qu'on est en train de les nommer. Donc, hydroxyde, c'est là. Le calcium va venir avant. C'est A. Mais attention, quand je l'écris, si je ne fais pas attention aux valences, c'est faux. Et tout le reste va être faux. Le Ca a une valence de 2. Le OH a une valence de 1. CaOH2. Bien. Donc, on veut écrire l'équation de neutralisation, je l'ai su maintenant parce que c'est un hydroxyde et un acide. Et qu'est-ce que ça va donner? Bon, on sait, ça va donner un sel plus le H2O. Et le sel, il va se former entre voilà, le chlore et le calcium. Pour ceux qui n'arrivent pas à suivre, pourquoi? Je vais mettre les formules. Ouais, bon, c'est pas grave, je mettrai la même couleur. Bon, la formule c'est HX plus CaOH. On n'a pas besoin de parenthèse. Pour la formule brute, c'est un MOH plutôt. MOH. Ça va donner ici du MX plus H2O. C'est ce qu'on doit connaître par cœur. Mais je vous incite vraiment à ne pas comprendre, à ne pas apprendre par cœur. C'est logique. Le OH et le H qui sont là, ils sont en train de former le H2O. Donc qu'est-ce qui reste? Le M et le X qui vont aller ensemble. Si on comprend le principe, allez, la chimie, c'est un cours qui est très 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 facile. Il y a des petits trucs à apprendre par cœur, mais le reste, on peut le résoudre comme si c'était un puzzle. Alors on va écrire le Ca avec le Cl. Mais comme on a toujours dit, il faut respecter les valences. Le Ca a une valence de 2, le Cl a une valence de 1, CaCl2. Ok, CaCl2. Est-ce que tout est pondéré? On vérifie. On commence par chlore. Le premier. Pas l'hydrogène, parce que l'hydrogène, il est présent plusieurs fois. Ça va casser. Ça va être un peu plus difficile. On va commencer. Chlore. Bon, on a un seul chlore. Ici, on a 2 chlores. Donc, c'est pas bon. Je dois mettre un 2. Bien, on continue. Calcium. On a un seul calcium. C'est OK. Bon, maintenant, je peux m'attaquer à l'oxygène ou à l'hydrogène. Bon, ça ne va rien changer. Hydrogène. On a 2 hydrogènes. Et 2 hydrogènes, ça fait 4. Après, on a 2 seulement. C'est pas bon. Pour équilibrer, je multiplie par 2. OK. Pour les hydrogènes, c'est OK. Vous pouvez vérifier. Maintenant, si tout va bien, l'oxygène va être bon. On va vérifier. 2 oxygènes. Et après, ici, on a 2 oxygènes. C'est OK. Pondéré. Allez, suivant. Et on va terminer ça et puis on arrête. Écrit l'équation pondérée qui se produit entre l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est H2SO4. Je ne vais plus perdre le temps, je pense que je l'ai déjà assez expliqué dans cette vidéo.
L'hydroxyde d'aluminium, là, je vais l'expliquer. L'aluminium, ça a une valence de 3. L'hydroxyde a une valence de 1. Bon, d'ailleurs, il est là. Si vous n'avez pas encore appris, il est là. Donc, en croisant, on aura AlOH3. OK. Bien. Comme on avait vu, acide plus hydroxyde. Donc, ça va donner un sel plus l'eau. Bon, l'eau, je vais directement le mettre. Et on vient de voir comment on obtient l'eau. Donc, si vous avez compris, il faut croiser l'aluminium avec le SO4. L'aluminium a une valence de 3. Le SO4 a une valence de 2. En croisant, on aura Al2, SO4, 3. Al2, SO4, 3. Bon, maintenant, la pondération ne va pas être un jeu d'enfant, mais bon, on y va. L'aluminium, ou le soufre, ce que vous voulez. Bon, on va commencer avec le soufre. Le soufre, pas le H ni le O. Donc, on a un soufre, pas 4. Le 4, ça concerne seulement l'oxygène. Il n'y a pas de parenthèse pour dire que ça concerne tout le monde. Un seul soufre, et ici, on a 3 soufres. Donc, en pondérant, je mets un 3. L'aluminium, on a un seul ici, puisque le 3, ça concerne seulement l'oxygène et l'hydrogène. Donc, ici, j'en ai 2. Je ne peux pas mettre 2, c'est 0. Je dois mettre un 2 là. Quand je pondère, je mets le 2 avant le composé. Alors maintenant, il faut équilibrer l'oxygène ou l'hydrogène. Bon, je vais commencer avec l'oxygène cette fois-ci. Bon, c'est comme on veut. Combien d'oxygène y a-t-il? Bon, je vais mettre ça pour l'oxygène. On a 4 fois 3, ça fait 12. Plus. Ici, on a 3 fois 2, ça fait 6. Ça fait 18 oxygène. Après, on a 3 fois 4 ici, ça fait 12. Mais plus 1, ça ne va pas, ça fait 13. On a déjà vu ce type de travail avant. Donc, je te suffit de mettre un 6 ici, ça va donner 18. Yes, j'ai fini. Et si tout est bon, l'hydrogène va être OK. On va vérifier. Combien d'hydrogène? On a 6 ici et 6 là. 6 plus 6, ça fait 12. Bon, après la flèche, on a 6 fois 2, ça fait 12. Donc c'est OK. Quand tous les éléments sont équilibrés, je peux mettre mon check pour dire que c'est pondéré. Allez, qui se produit entre le phosphate d'hydrogène. Phosphate du Parker, c'est le PO4. Hydrogène, c'est le H, mais je ne peux pas dire HPO4, je dois étudier leur valence. En étudiant leur valence, je ne vais pas le noter. Ça doit donner H3PO4. Voilà. Je pense que vous avez compris comment on croise. Plus, le zinc. Le zinc tout seul, c'est Zn. Bon, s'il est tout seul, c'est que probablement c'est un métal. Il est où le zinc? Le zinc est là. C'est avec les métaux. Ok, yes. Donc maintenant, il faut commencer à voir dans quelle situation on se trouve. Est-ce que c'est on réfléchit ensemble. Est-ce qu'on se trouve dans la partie réaction de neutralisation? Est-ce que c'est un acide et un hydroxyde? Non. Je pense que vous êtes tous d'accord, il n'y a pas d'hydroxyde. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a un acide avec et le Zn, c'est un métal. Oui. Donc, comme c'est un métal, il faut avoir un gaz qui s'échappe. Et le gaz, c'est le H2, c'est le dihydrogène. On avait dit ça. Et le dihydrogène, donc on l'identifie parce qu'il va brûler avec détonation. Il va faire un bruit de boum. Ok, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Donc si l'hydrogène est en train d'aller là, donc c'est que probablement, le Zn et le PO4, c'est pas probablement, c'est sûr même, ils vont former un sel ensemble. Mais attention encore,
il faut utiliser les valences. Donc pour le PO4, on a une valence de 3. Le Zn a une valence de 2. Bon, ça, on vous le donne si jamais on ne le connaît pas. On va vous le donner Zn2 entre... Voilà. Et on aura alors Zn3, PO4, 2. Est-ce que c'est pondéré? Non, ce n'est pas pondéré. Je vais commencer avec le Zn. Il y en a 3 ici, donc je vais mettre un 3. Donc c'est bon. Pour le... Oui, ça c'est un vrai casse-pied. On n'en a pas eu un cas avant, mais c'est trop facile, regardez. C'est très difficile que le 3 devienne 2. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la notion de PPCM en mathématiques. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Donc je mets un 2 ici, je mets un 3 là. Alors maintenant c'est OK, hein? Parce que 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. On est d'accord. Et en même temps, j'ai pu trouver la solution du PO4. D'ailleurs, bon voilà, je pouvais travailler le P et ça allait donner la bonne réponse. Dans tous les cas, vous vous débrouillerez et vous allez trouver des astuces tout seul. Bon, on termine avec le dernier. Acide fluorhydrique, c'est le H avec F parce que hydrique, c'est un acide binaire. Le magnésium, c'est le Mg. Donc on aura le H2 qui va s'échapper et on va créer entre le Mg, attention, on commence tout le temps par le métal et puis le F. Je ne veux pas quelqu'un qui m'écrive FMG. FMG n'a pas de sens. C'est MX ou MXO, c'est jamais XM. Ok. Mais le Mg a une valence de 2, le F a une valence de 1, alors on aura MgF2. Vous pouvez travailler les valences quelque part ici, comme on avait fait. Ok, c'est pas fini. Maintenant, on va pondérer avec une autre couleur. F, je vais rajouter un 2. Le Mg, c'est OK. Le H, c'est OK. Tout est bon. Il a suffi de rajouter un 2 pour terminer. Alors, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à regarder la vidéo une deuxième fois. Mais surtout, il faut écrire et travailler tout seul. Ne regardez pas. Comme spectacle, c'est trop simple. Mais faire le travail, oui, on va se tromper dans les pondérations et dans tout. Alors je mettrai, comme je vous avais dit donc dans la description, un lien qui va vous amener vers le grand organigramme de synthèse et aussi vers le support que je viens de travailler. Et bon, est-ce que je l'efface? Je verrai si je l'efface pour vous laisser travailler tout seul ou il va être complété. Je pense que je vais l'effacer, ça va être mieux pour vous. Allez, à la prochaine.